Bienvenue à l'émission Point Virgule. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Josée Rivet, qui est psychosociologue. Alors, bonjour. Bonjour, M. Comeau. Premièrement, c'est un titre qui peut peut-être faire peur à certaines personnes. Voulez-vous nous démystifier ça? Oui, absolument, tout à fait. Et c'est facile. On regarde le psychosociologue, psychologie et sociologie. Donc, c'est juste la psychologie, mais avec une branche supplémentaire qui est la sociologie pour faire de l'intervention psychosociale. De plus en plus, on entend parler des psychosociologues, de plus en plus, surtout, de l'intervention psychosociale. Il y a des problématiques présentement qui sont nombreuses, psychosociales. Donc, je vous faisais mention de lac mégantic. Les premiers intervenants, les intervenants d'urgence sont des intervenants psychosociaux. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que c'est aussi tout ce qui est interrationnel. Alors, c'est tout ce qui est relation, que ce soit parents, enfants, que ce soit couple, que ce soit au niveau du travail, etc. Tout ce que les gens, toute l'interaction. Alors, et l'interaction et l'environnement. La psychosociologie est une approche qu'on appelle systémique. Moi, l'autre et l'environnement. Alors, c'est très rare qu'on est exclu totalement comme personne. On est toujours en interaction avec d'autres personnes, que ce soit les personnes avec qui on travaille, avec les personnes avec lesquelles on vit, que ce soit avec les professeurs d'école de nos enfants, que ce soit la vendeuse à tel magasin. Alors, c'est tout à fait normal qu'on soit constamment en interrelation avec les gens et avec notre environnement. Ça veut dire que ça prend une bonne préparation. Oui, tout à fait, universitaire, oui, absolument. Oui, c'est ça, mes études ont duré 7 ans à l'université de l'UQAM. J'ai poursuivi aussi par la suite, j'ai entamé une maîtrise en conseil management. J'ai fait de la gestion des ressources humaines pendant 28 ans de temps. Alors, des gens et de l'interaction, j'en ai vu, j'en ai connu énormément. Et c'est une passion. Je pense que c'est inné, ce bonheur de pouvoir aider les gens, le bonheur de... C'est ça, c'est vraiment une passion. Pour qu'on puisse étudier aussi longtemps, puis au bout de 32 ans, dire « j'aime encore ça, mais encore juste plus ». Et surtout que présentement, je trouve que notre société est en mouvance. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est rapide. Il y a l'informatique, il y a les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Alors, je pense qu'on a besoin encore plus d'assises, on a besoin d'encore plus de paramètres. Alors, je suis encore davantage passionnée. Il y a tellement de choses à faire. Maintenant, il y a un peu un retour aux sources, puisque c'est revenu dans la région de la Nodière, mais aussi c'est une région que vous connaissiez d'avance. Hein? Ah oui, tout à fait. C'est mes parents. Moi, je suis native de Saint-Gabriel de Brandon. Et puis, j'ai passé mon enfance chez mes grands-parents parce que c'était impossible, moi, de me sortir de la campagne. Il y a un dicton qui dit on peut sortir la fille de la campagne. On n'a jamais fini de sortir la fille de la campagne. Et c'est absolument mon cas. Alors, j'ai resté très, très, très attachée à la région de la Nodière, énormément, avec beaucoup de fierté, beaucoup de sentiments d'appartenance, avec beaucoup d'amour pour les gens qui sont ici, qui partagent ça, le sentiment de fierté, d'appartenance, de courage, de solidarité. Alors, pour moi, c'est ça, ce retour-là. Je pense que toute ma vie, la partie de ma vie que j'ai passée à Montréal, j'avais tout le temps espoir qu'un jour je reviendrai aux sources, un jour je reviendrai chez moi. Et à un moment donné, c'est un peu comme une semi-retraite. Alors, après toutes mes années de travail, et je me suis dit, OK, je prends tout mon bagage que je suis allée chercher là-bas, alors que ce soit mes études universitaires, que ce soit au niveau de mon travail, tout ça, et je m'en viens dans ma région, parce que ma région est une région qui a des besoins, au niveau de l'information. Parce que ce qui arrive, c'est que les villes, ils sont éloignés. En étant éloignés, c'est plus difficile de faire la transmission de connaissances, d'informations. Les gens souffrent un petit peu plus d'isolement. Alors, il faut des rapprochements. On parle beaucoup, et ça, je trouve ça important de le mentionner, on parle beaucoup de défavorisation au niveau de la région de la Nodière.
Mais il faut faire attention. Quand on parle de la défavorisation, on ne parle pas de la pauvreté. On parle au niveau social et au niveau matériel. Quand on parle au niveau matériel, c'est de l'information, c'est de la structure, c'est des infrastructures. C'est là, c'est une différence à faire. Puis quand on parle aussi de la défavorisation au niveau social, mais là, on ne va pas se le cacher, c'est à travers le Québec, au niveau de la santé, que ce soit de la santé physique, mentale, etc., les ressources sont moins nombreuses. Et les demandes sont de plus en plus nombreuses, paradoxalement aussi. Maintenant, vous êtes revenu dans la région, mais pas à Saint-Gabriel. Non, je m'en ai dit malheureusement. Mais finalement, je suis extrêmement attachée. J'habite maintenant à Sainte-Julienne, où j'ai mes bureaux qui sont installés à Sainte-Julienne. J'ai fait l'ouverture officielle le 12 septembre de mes bureaux. Et puis, j'adore Sainte-Julienne. Et c'était, pour moi, je suis vraiment au cœur. Ce qui était important pour moi, c'était de venir ici et d'être accessible, très, très accessible. Alors, je sais qu'il y a des ressources, beaucoup à Joliette, mais très peu quand on s'éloigne. Donc, moi, à Sainte-Julienne, bien, ça me permet d'être accessible pour une plus grande masse de gens. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est que les gens, je suis là pour qu'ils se servent de moi, là. Alors, c'est ça, je voulais que ce soit... Mais mon cœur, je prends des vacances encore à Saint-Brieuc, là. Puis toute ma famille est encore à Saint-Brieuc. C'est la région. Mais moi, oui, exactement. C'est l'ensemble de la région. Et je trouve ça extraordinaire où je suis à Sainte-Julienne parce que je découvre aussi les 11 municipalités de la MRC de Montcalm et toutes les richesses. J'ai une longue liste. Bon, c'est l'Action de grâce. J'ai une longue liste de fermes, la ferme des Bisons, aller visiter, tout ça. Je trouve qu'il y a une richesse ici à tous les niveaux. Alors, je suis encore plus enchantée que je l'étais avant de déménager l'année passée. Vous dites que vous êtes plus accessible pour les gens de la région, mais de quelle façon? Vous avez des bureaux à Sainte-Julienne? Comment les gens peuvent... les services que vous donnez à vos bureaux? À mes bureaux, c'est ça, chez moi, dans mes résidences. Parce que moi, il y avait aussi un autre objectif qui était très important. Étant donné mon âge, passé 50 ans, mes besoins financiers sont un peu moindres. Donc, ce que je voulais, c'est diminuer le plus possible ma tarification pour être le plus possible être accessible. Donc, mes bureaux, au lieu de prendre des locaux à l'extérieur, j'ai fait des bureaux qui sont chez moi. J'ai un atelier où je donne des ateliers chez moi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard des ateliers que je fais. Et j'ai un bureau de consultation privé, individuel aussi. Et là, c'est au niveau de la consultation individuelle, c'est très vaste parce que finalement, dû à mon expérience, toutes mes années de travail, etc. Puis, donc, mon bureau de travail est là aussi. J'ai 3 locaux chez moi qui sont réservés uniquement à mon bureau professionnel. Pour une personne qui aurait besoin de consulter, par exemple, qu'est-ce que c'est, comment cette personne-là... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ressemble pour dire « Oh, j'ai besoin d'aller consulter, par exemple, Josée ». Bien, finalement, c'est un malaise dans sa vie. Mais ça peut être tellement nombreux. Ça peut être un malaise, ça peut être une souffrance, ça peut être une remise en question. Parfois, consulter, c'est juste avoir un peu un feedback. On peut vouloir orienter sa vie de façon différente, que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit fait par des prises de conscience. Ça peut être fait dû à une séparation. Ça peut être un couple, par exemple, qui décide de faire un cheminement côte à côte. Alors, c'est très, très vaste au niveau de la consultation, les problématiques qui sont... C'est très, très ouvert, évidemment. Et c'est ça, l'approche qui est importante, c'est que la première rencontre que moi je fais avec les gens, c'est ça, on discute. Je leur dis aux gens, comment tu te sens avec moi? Tu as le droit, tu as le droit de me poser des questions. Tu as le droit s'il y a de l'insécurité, parce que souvent, même très souvent, c'est la première fois que les gens consultent. Alors, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qui se passe dans une consultation, qu'est-ce qui va se passer. Il y a plusieurs questionnements. Donc, dès la première fois, je démystifie tout ça. Alors, on brise Et pour moi, ça, c'est important, là, que ce soit vraiment au niveau relationnel, que les gens soient très à l'aise et qui
parce que j'en conviens que parfois, c'est pas toujours évident. Puis, souvent, si la personne est en souffrance, bon, d'une problématique de sa vie, souvent, elle se sent déjà vulnérable. Alors, c'est important pour moi de faire une mise en situation où la personne soit confortable, soit à l'aise, se sente bien, se sente écoutée, se sente reçue et se sente surtout que la personne qui est devant elle, c'est une professionnelle. Alors que c'est une personne qui est apte, qui a les compétences et les capacités de pouvoir le faire. Bien, les gens, quand on leur parle de consulter, ils sont « Ben non, j'ai pas besoin de ça ». C'est un peu difficile de convaincre quelqu'un d'aller en consultation. Mais est-ce que c'est une approche, seulement le fait de se confier à un autre, je crois que c'est là qu'il est important. Bien, les personnes n'osent pas se confier complètement à son entourage. Oui, parfois, c'est même une bonne idée de ne pas le faire. Parce que la personne, je vais vous donner un exemple, M. Comeau, si moi, par exemple, excusez, c'est un tableau. Et je prends le tableau, puis je vous mets le tableau comme ça, puis je vous demande de me décrire le tableau. Il y a des grosses chances que vous ne serez pas capable de me dire le nombre de maisons, le nombre d'arbres, qu'est-ce qui se passe dans le tableau, parce que vous n'avez pas le recul nécessaire. Souvent, les gens de notre environnement sont pris émotivement avec notre souffrance ou avec ce qui se passe, notre remise en question. Alors, des fois, oui, il faut parler. Et oui, il y a beaucoup de ressources extérieures aussi. Il y a beaucoup d'organismes qui sont, que j'ai remarqué, qui sont en région, qui sont excellents. Bon, il y a le CLSC. Malheureusement, les listes d'attente sont catastrophiques, là. C'est très long avant de pouvoir. Mais oui, il faut parler à son environnement, aux gens autour de nous. Mais quand on veut faire vraiment un cheminement, puis faire un réel changement, alors c'est sûr que il y a des outils que ces gens-là aussi, de notre environnement, ils n'ont pas. En 7 ans d'université, moi, je suis allée chercher tout ce bagage-là pour comprendre la problématique de la personne, outiller la personne, trouver les ressources à l'intérieur de la personne. Alors, c'est sûr que moi, j'ai ce coffre à outils-là pour pouvoir aider les gens. Et que malgré tout l'amour, toute la bonne volonté des gens de l'environnement, ils n'ont souvent pas ce coffre à outils-là, finalement. Tu sais, on a tous nos champs d'expertise, que ce soit un mécanicien, que ce soit un dentiste, que ce soit un psy. Alors, on a tous des champs d'expertise qui nous permettent d'aller plus loin que notre environnement pourrait le faire, malgré leur amour, là, souvent. Le premier point, je pense que c'est être à l'écoute de la personne. Oui, absolument. Et ça, il faut toujours être à l'écoute des gens qu'on aime, puis notre environnement, puis au niveau social, au niveau de notre travail. Il faut être constamment... Alors, c'est sûr que moi, je l'ai développé là, à force avec toutes les années, mais de toute façon, il faut être en alerte que si dans notre environnement, on a une personne qu'on sent un peu souffrante, qu'on sent qu'elle dérape, on sent que il y a des changements de comportement chez cette personne-là. Alors, il faut constamment être à l'écoute des gens qu'on aime, ça c'est sûr. Mais de là à dire, est-ce que ces gens-là, je sais pas que ces gens-là, ils sont pas équipés, là. Oui, ils sont équipés, mais ça demande quand même quelque chose une intervention parfois professionnelle, là, pour aller plus loin, là, pour faire vraiment une différence. Quand je fais mes ateliers, ils sont bâtis de cette façon-là, pour que les gens puissent vraiment, faut que j'ai l'impression, quand les gens ont terminé les ateliers, ils ont fait un acquis pour la vie. Ils vont partir avec des outils. Par la suite, de toute façon, la vie, c'est un cheminement. C'est un cheminement jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, c'est un cheminement. Mais moi, il faut que je m'assure que les gens qui viennent soit en consultation individuelle aient fait vraiment un pas vers l'avant, qu'il y ait vraiment des outils pour continuer à faire leur cheminement. Alors, c'est ça, pour moi, ça, c'est très, très important. Et c'est un peu le travail d'une professionnelle, finalement. Mes conférences sont bâties exactement de la même façon. On va prendre une petite pause, puis on va parler après la pause d'ateliers et conférences. Bien, on continue de parler de psychosociologie avec Josée Rivet, qui, on le voit, a une passion pour son métier. Ma profession, oui. Mon métier, oui, tout à fait. Et ma région. Ça se voit aussi. Et on voulait parler justement pour exprimer cette passion. Il y a des ateliers qui se donnent.
Oui, j'ai développé des ateliers, comme je disais, chez moi. Bon, j'ai plusieurs locaux qui sont attribués à mon bureau professionnel. Et j'ai fait un tout petit atelier qui est pour 6 personnes seulement. Alors, d'un, je voulais briser l'isolement et je voulais que ce soit convivial et que les gens puissent être à l'aise d'échanger, de s'ouvrir. Alors, plus nombreux, parfois c'est plus difficile. Et mes ateliers aussi sont faits. Il y a une première partie qui est théorique, mais il y a beaucoup d'échanges, il y a des exercices. C'est fait dans le plaisir, c'est fait dans le rire aussi. On dédramatise dans la vie. Moi, je suis pour dédramatiser. Alors, j'ai 2 ateliers que je donne présentement qui vont débuter à partir de lundi, le 20 octobre. Et je le donne soit le matin, l'après-midi. Et j'ai 3 plages horaires et de soir qui sont sur 3 heures. Et les ateliers durent sur une période de 6 semaines. Donc, c'est très peu exigeant, c'est 3 heures par semaine. Et la première atelier, ça s'appelle le bonheur d'être soi. Je commence par la base en arrivant. Le bonheur d'être soi, je parle, on va mesurer notre estime de soi, notre connaissance de soi. Est-ce qu'on connaît bien nos besoins? Comment on fait pour arrêter les petits hamsters? Comment on fait pour guérir des blessures du passé qu'on traîne comme une espèce de Père Noël, comme je dis tout le temps? Alors, c'est ça le bonheur d'être soi, c'est de se libérer des choses du passé, c'est de guérir certaines plaies ou d'aller chercher des outils, en fait, parce qu'on ne change pas le monde non plus en 6 semaines à 3 heures par jour, mais c'est extrêmement intéressant. Et je bâtis mes ateliers pour que les gens aient vraiment fait un pas, vraiment fait une différence dans leur vie. Et comme je leur dis, cet acquis-là est pour la vie. Parce que jamais, quand on fait, pour ça je l'ai bâti de cette façon-là, quand on a acquis une chose, une connaissance de soi, qu'on a appris qu'on avait des ressources, etc., qu'on a appris à définir nos besoins, à comprendre nos besoins aussi, on peut reculer dans la vie, parce qu'il peut arriver toutes sortes d'événements, mais cet acquis-là, c'est comme un aimant. Ça va nous ramener, on va être tellement inconfortable dans notre pattern, ancien pattern, que l'acquis, c'est un aimant. Ça va nous ramener en avant. Parce que ça arrive dans la vie, on fait 3 pas en avant, oups, on en recule 1. Mais c'est ça que j'ai bâti mes ateliers. J'ai bâti ma conférence aussi de la même façon, mais mes ateliers sont comme ça. Et ça, je parle des ateliers maison. Mais les ateliers maison, quand j'étais à Montréal, on m'a fait plusieurs demandes pour des organismes. Alors, je me déplace aussi dans les organismes pour faire des mini-ateliers selon leurs besoins, selon la problématique qui les concerne davantage. Les ateliers, pour moi, je trouve ça primordial quasiment. Je ne pouvais pas en faire parce que je trouve ça intéressant, l'échange. Parce que les gens, ils ne savent pas à quel point ils ont des ressources aussi, puis qu'ils peuvent les partager, qu'ils peuvent s'ouvrir. C'est très, très intéressant. J'adore les ateliers. Je trouve ça dynamique. J'aime beaucoup ça. Et est-ce que ces ateliers-là sont donnés chez vous à Sainte-Julienne? Oui. Et est-ce que c'est difficile d'aller chercher, de décider les gens, par exemple, à assister à ces ateliers-là? Parce que de manière quand on parle comme ça, là, on dit que c'est un besoin parce que tout le monde a besoin d'aide, si on veut, de points de repère ou tout ça. Mais comment décider les gens à aller chercher cette aide-là? Moi, j'ai resté très surprise parce que les gens sont très, très, très ouverts, sont très emballés. Mais il y avait, je dirais, une petite crainte, c'est que les gens ne me connaissaient pas. Alors, je tiens encore à vous remercier, M. Comeau, pour l'invitation, pour que les gens puissent me connaître. Alors, pour eux, c'est important. C'est qui Josée Rivet? C'est qui une psychosociologue? Est-ce qu'elle est vraiment compétente? Est-ce qu'elle a vraiment l'expertise nécessaire pour faire ça? Alors, mais je suis contente que les gens aient cette réserve-là qui... à force de me connaître, finalement, puis de me faire connaître, parce qu'il faut dire là, que ça fait juste depuis le 12 septembre que mon bureau est ouvert. Mais quand moi, j'en parle, les gens trouvent ça extrêmement intéressant parce que j'ai un atelier qui est le bonheur de soi, qui est la base, et mon deuxième atelier ressemble beaucoup à ma conférence.
qui est de l'amour imaginaire à l'amour véritable. Alors, c'est un atelier sur 6 semaines, la même chose, où je parle des problématiques amoureuses, toxiques, puis toxiques de façon récurrente. C'est que c'est pas la première relation on a des difficultés relationnelles ou amoureuses. Ça fait plusieurs, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Et pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important. Ça devient de plus en plus à la mode. Beaucoup, malheureusement. Et c'est au niveau de l'accessibilité, au niveau des réseaux sociaux. Alors, le magasinage, c'est plus facile. C'est plus facile de faire des rencontres. C'est plus facile de faire des contacts. Mais c'est plus facile aussi d'accumuler des ruptures puis des échecs-erreurs. C'est là qu'est la problématique. Et c'est pas banal. Parce que l'accumulation... Ben là, je vais peut-être en venir à parler, si vous me permettez, de mes conférences. Ma conférence qui s'appelle « De l'amour imaginaire à l'amour véritable ». Moi, j'avais parti cette conférence-là. C'est une conférence que j'ai bâtie durant 2 ans. Alors, c'est sûr que c'est un cumulatif de mes études, de mes expériences de vie, mais de beaucoup de recherches aussi. Beaucoup de recherches, des constats. Et là, je me suis attardée à une question. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a autant de gens seuls et de gens extrêmement bien, avec une excellente volonté et beaucoup à donner, et qu'il y a beaucoup de gens seuls, et non seulement seuls, mais qui se retrouvent dans des relations qui sont, comme je dis, dysfonctionnelles, toxiques, destructives, etc. Et là, j'ai osé la psychosociologue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, j'ai continué ma recherche. Et là, qu'est-ce qui a fait que j'ai poursuivi davantage? C'est que c'est loin d'être banal. Parce que je ne parle pas juste de l'amour pour de l'amour, mais je vais plus loin. Et c'est pas banal, parce qu'une personne qui sont dans ces relations-là qui sont destructives, ou les personnes qui vont accumuler échec, erreur, échec, essai, erreur, revient, repart, c'est extrêmement destructif chez la personne au niveau de la confiance de soi, au niveau de l'estime de soi. La personne se remet en question. Ça peut affecter son environnement social, sa vie familiale, au niveau du travail. Et si on s'en occupe pas, et c'est là le dérapage qui est dangereux, c'est souvent, je me suis aperçue que c'était relié à des problématiques qui pouvaient toucher la toxicomanie, l'alcoolisme, les troubles alimentaires, ensuite où la personne perd le contrôle de sa vie totalement, etc. Là, je me suis dit, oups, c'est loin d'être banal. Là, Troisième constat, c'est encore bien moins banal que je le pensais, c'est une problématique sociale extrêmement répandue. Comme vous disiez, et c'est l'accessibilité maintenant, c'est ça, c'est là qui est le danger. Alors, autant ma conférence, peut-être moins approfondie un peu que les ateliers. Les ateliers, on va un petit peu plus loin, mais la conférence, elle est aussi très complète. Pour moi, c'est important. Je veux pas que juste que les gens... Je veux qu'il y ait du plaisir. Je suis pas tellement bonne conférencière, mais je fais 10 personnages sur scène. C'est quand même drôle, juste de me voir là. Mais je trouvais ça important que les gens quittent, qu'ils n'aient pas juste passé une belle soirée, mais qu'ils partent avec une connaissance sur soi. Parce que je remets constamment dans la conférence, je remets constamment les gens à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, à ce qu'ils ressentent durant la conférence. Alors, ils partent avec un plus, ça, c'est sûr. Et durant la conférence, la première partie, je parle, c'est quoi l'amour imaginaire? L'amour imaginaire, c'est un amour qui n'est pas durable. C'est pas l'amour véritable, et c'est un amour qui est destructif, souvent. Mais comment qu'on va le reconnaître? Là, je dis, c'est quoi les symptômes? Qu'est-ce que c'est les indicateurs? Quels sont les dangers de rester ou de continuer à faire les mêmes patterns? Et par la suite, ça c'est la première partie, et par la suite, je fais 10 personnalités qui sont susceptibles de vivre des échecs amoureux de façon consécutive et destructive. Et souvent, les gens... parce que là, il faut s'entendre. C'est pas... on coche pas 10... il y a des degrés, là, on coche pas 10 sur 10. Mais là, les gens disent, ça, c'est moi. Oups, ça, c'est mon conjoint. Oh, mon Dieu, c'est donc moi, ça. Et là, juste à identifier Et des fois, c'est pas des grands cheminements, c'est pas de lire 25 livres ou de faire 50 conférences non plus. Des fois, c'est un éveil, un déclic qu'une personne va dire. Tu dis,
Mais il faut faut avoir le bagage puis les outils pour pouvoir le transmettre. Puis les gens viennent piger qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais c'est important d'avoir un bon coffre à outils quand on invite les gens à venir nous écouter. Et par la suite, je passe à l'amour véritable. C'est quoi l'amour véritable? Comment qu'on se sent quand c'est l'amour véritable? Alors, pour que les gens fassent la différence quand ils rencontrent une personne, est-ce que je suis dans l'imaginaire ou je suis dans le véritable? Alors, je donne des outils pour qu'on soit capable de détecter dans lequel on se retrouve. Et je donne, pour sortir de l'amour imaginaire, je donne aussi des pistes de solutions au niveau mes amis, les émotions. Là, on parle des amis, des émotions, hein, parce que moi, je dis mes amis, parce que c'est eux qui nous dictent. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que je suis dans la peur? Pourquoi que j'ai peur? Apprendre à s'écouter. Souvent, les gens, c'est ça, ils ont oublié de s'écouter. Alors, c'est des petites pistes Ensuite, il y a les étapes de changement. Parce que pour vouloir sortir d'une problématique où on est en souffrance, où on se sent pas bien, où on se sent pratiquement menacé, mais c'est quoi les changements? C'est comment on fait ça, un changement? Puis les gens voient tout le temps des changements très, très gros. Puis souvent, c'est des petites victoires. C'est des plus gros changements que Parce que si on voit un changement gros comme ça, c'est épeurant. Je ne suis jamais capable de tout changer ça d'un coup. Alors, c'est quoi les étapes de changement? C'est quoi les petites tapes dans le dos qu'il faut qu'on se donne, etc.? Alors, tout le long dans ma conférence, je la bâtis en cheminement comme ça. Ces conférences-là sont données régulièrement ou s'il faut contacter au bureau pour... Je devrais... là, j'ai fait les démarches pour la salle Opale à Saint-Lin. Alors, les démarches sont faites avec Mme Fournier. Je l'espère en début de cet hiver de pouvoir donner cette conférence-là. S'il y a des organismes qui aimeraient avoir la conférence, ils peuvent vous le demander aussi? Oui, tout à fait. Je me déplace pour donner la conférence. Oui, absolument. Moi, ça m'était demandé beaucoup, cette conférence-là. C'est pour ça que je la donne en partie. Excusez, j'espère que je ne vous ai pas interrompu. Dans mes ateliers, j'ai le bonheur d'être soi, puis il y a l'amour imaginaire à l'amour véritable. Et c'est des organismes, justement, qui m'ont demandé de décortiquer ma conférence en atelier pour pouvoir la donner dans leurs locaux à eux. Parce que le temps passe vite et il reste seulement une minute. Là. Il y a tellement d'organismes qui s'occupent de toutes sortes de problèmes. Ces conférences-là ou ces ateliers-là ou même simplement le fait de vous contacter, ça peut aider, par exemple, ces personnes-là, peut-être, ça aiderait ces organismes-là aussi là, énormément. Mais c'est comment trouver, pour l'ensemble des mortels, comment trouver la personne qui est compétente pour le faire. Alors ça, c'est le problème. Je pense qu'avec José Rivet, on a trouvé la bonne personne. Le temps est déjà écoulé, ça a passé vite. Il faudrait presque aller en atelier pour en avoir plus. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. On va donner vos coordonnées, ça va être écrit dans le bas de l'écran. Alors, ceux qui veulent contacter José, on vous demande d'être à l'écoute de CTV TV, la télévision qui vous regarde.